Donc si on observe et on s'intéresse à l'appropriation des hommes et des femmes dans l'espace public, on peut bien remarquer qu'elle est différenciée et que généralement les femmes occupent encore actuellement moins l'espace public que les hommes. Elles se l'approprient moins aussi parce que d'une part elles se sentent peut-être plus vulnérables et aussi moins légitimes. On peut souvent résumer, je pense que c'était Chris Blash qui disait que les femmes elles s'occupent dans l'espace et les hommes, eux, l'occupent. Et ça, on peut remarquer donc, avec la figure du flâneur est particulièrement masculine. Donc, quelqu'un qui va être dans l'espace à ne rien faire, juste assis sur un banc, est généralement un homme, alors que les femmes, elles vont tout le temps s'y occuper. Elles vont lire un livre ou le traverser pour se rendre d'un point A à un point B ou pour s'occuper d'autres personnes, que ce soit des enfants, des personnes âgées. Elles vont s'y promener, mais elles vont moins rester statiques dans cet espace-là. Et ça, c'est aussi peut-être lié au fait que l'espace est moins pensé pour elle. Et si simplement une femme veut rester dans l'espace public, elle n'en a pas toujours la possibilité, parce que si on prend simplement les toilettes publiques, on peut se rendre compte qu'il y en a vraiment pas beaucoup. On a déjà souvent beaucoup plus encore d'urinoirs que de toilettes publiques. Et donc simplement, si en termes de temps, elle veut rester dans l'espace public, elle n'en a pas la possibilité. Ici, on peut encore plus le voir avec la pandémie où tous les cafés et tous les espaces autres sont fermés. Donc simplement, en termes de besoins, c'est pas possible pour une femme d'y rester aussi longtemps qu'un homme. Je pense qu'il y a déjà, dès l'enfance, on nous a déjà conditionnés avec le fait que c'est pas sûr de rester dans l'espace public, qu'on ne doit pas traîner en rue, et on a beaucoup plus ces discours-là déjà pour les petites filles que pour les garçons. Donc il y a déjà ça qui reste ancré dans notre, on va dire, dans notre inconscient. Et puis elle fait aussi que le sentiment d'insécurité est plus important chez les femmes que chez les hommes. Et en n'oubliant pas que les chiffres montrent quand même si le sentiment de sécurité est relatif et ne représente pas la réalité, mais si je sais bien que pour les chiffres en France, en 2017, ils avaient fait des sondages en montrant que toutes les femmes qui ont déjà, par exemple, utilisé les transports en commun ont déjà subi un harcèlement sexiste ou plus violent, et donc ça, c'est une réalité qui n'est pas la même pour les hommes. Et donc, les aménagements ne sont pas non plus toujours spécialement. Il y a aussi tout ce qui est de la représentation symbolique, dont le fait de ne pas s'y sentir légitime, ça fait partie du cadre dans lequel on se trouve. Donc si on s'intéresse par exemple au nom des rues, aux statuts, aux pubs qui peuvent être sexistes, on peut remarquer que les femmes sont toujours sous-représentées ou de façon inférieure à celle des hommes. Je sais bien que pour Liège, il y a moins, de nouveau, des chiffres de 2017 montraient qu'il y a moins 2% des noms de rues qui sont des noms de femmes. Et si on va plus loin à Bruxelles, on a toujours plus ou moins partout les mêmes chiffres. Et quand on a des noms de rues, souvent ça reste juste les noms de princesses. Et donc ça ne nous aide pas non plus à se dire qu'on a notre place là-bas. Donc voilà, c'est pas toujours conscient, mais tout autour de nous rappelle aussi que on est peut-être moins légitime à y être que quelqu'un d'autre. C'est vrai il faut vraiment proposer une réponse globale, parce que si en tant qu'architecte, si on ne se concentre que sur l'aménagement, ça ne suffira pas à faire changer les choses. Donc comme je disais, il y a vraiment la sensibilisation et la déconstruction aussi des imaginaires qu'on a. Et puis la représentation et la visibilisation de la femme, elle est très importante. Donc que ce soit de façon symbolique, comme je l'ai dit, par rapport aux représentations qu'on a, mais aussi donc dans les personnes qui décident de l'aménagement du territoire, que ce soit autant les architectes, les urbanistes, les politiques, c'est important d'avoir aussi des femmes de la même façon que les hommes. Alors même si c'est pas parce qu'on a une femme qu'on sait comment créer un espace plus égalitaire, mais en tout cas ça permet déjà d'avoir un vécu spécifique et qui permet de penser quand même les choses différemment. Et donc travailler sur le vécu des personnes, et c'est pour ça que la participation citoyenne, je crois, est très importante quand on veut créer des espaces plus égalitaires, mais veiller de nouveau à ce que des femmes soient bien présentes, parce que si on regarde de nouveau, donc c'est très bien d'avoir
de faire la participation citoyenne, mais parfois les femmes peuvent à nouveau y être moins représentées, ou leur parole peut aussi plus vite être coupée par des hommes. Donc voilà, on regarde, il faut toujours déconstruire et veiller à tout ça. Et donc c'est vrai que dernièrement, j'avais regardé que depuis les années 80, tous nos ministres de l'aménagement du territoire sont des hommes. Et donc ça peut aussi avoir un impact et c'est des choses qui peuvent évoluer. Maintenant, à Liège, on vient d'avoir justement la première échevine femme pour l'urbanisme. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent faire évoluer. Et on peut voir dans des villes qui ont déjà des bonnes pratiques, c'est souvent quand des femmes ont été au pouvoir que la question de genre a pu être introduite dans la construction ou dans la façon de penser la ville. À Paris, on a eu Anne Hidalgo qui a par exemple pas mal œuvré dans la rénovation des grandes places à Paris. La question du genre a dû être intégrée dans les cahiers de charges. Et donc, je ne dis pas que ça ne serait pas arrivé si on avait eu un homme, mais en tout cas, on voit souvent, à Barcelone aussi, c'est quand il y a eu une femme au pouvoir, à Vienne, qu'il y a des choses, qu'il y a des clics qui se font plus facilement. Ça, c'est vrai que c'est la question difficile de savoir comment créer un espace plus égalitaire ou qui prend en compte le genre ou les femmes. Parce qu'il n'y a pas de solution, toute faite, il n'y a pas de solution clé et ça doit toujours s'adapter à tout espace. Et comme on le disait, même si un espace public va être pensé à un moment clé pour qu'il soit plus égalitaire, c'est pas pour ça que quelques années après, il fonctionnera toujours de la même façon. Donc ça, c'est vrai que pour avoir discuté avec la plateforme justement Genre et Ville à Paris qui s'est occupée de la rénovation de la place du Panthéon en tenant compte du genre, elle expliquait bien qu'il y a aussi toute la réactivation qui est importante des espaces et ça veut dire qu'il faut aussi créer des événements, sensibiliser les gens. Et donc, il n'y a pas que l'aménagement, mais dans l'aménagement, comme je le disais, penser à certaines aménités comme avoir des toilettes publiques, de l'eau potable, pour permettre de rester plus longtemps, pouvoir se laver les mains, être avec des enfants, boire un coup, pouvoir aller aux toilettes. Puis, c'est vrai que là, on peut quand même penser au revêtement de sol, au trottoir assez large, pour pouvoir passer en poussette avec un caddie, en tenant des enfants par la main ou on aide une personne âgée, parce qu'on se rend compte aussi, il y a toute cette notion du care qui n'est pas souvent intégrée, on va dire, dans la ville, et c'est donc prendre soin des autres. Et ça, on remarque que c'est majoritairement encore les femmes qui occupent cette fonction, donc d'aide aux personnes âgées, s'occuper des enfants ou des personnes malades et vulnérables. Et ça, avec la situation actuelle dans laquelle on est aussi, c'est des choses qu'on commence à se dire qu'il faudrait repenser. Donc penser aux plus vulnérables, aux personnes non valides. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on se pose ces questions-là, les espaces ne sont pas plus égalitaires que pour les femmes, mais pour toute une série d'autres personnes, que ce soit les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Et donc c'est vrai qu'en ayant juste le prisme femme, au final, on devient beaucoup plus inclusif pour beaucoup de personnes. Et donc il y a aussi toute la question de l'ouverture des espaces. Alors c'est bien qu'on soit visible, mais pas trop. Donc on aime bien se sentir quand même à l'abri, mais il ne faut pas se retrouver dans un coin où on pourrait être enfermé par rapport au sentiment d'insécurité qu'on peut avoir sur des espaces. L'éclairage est aussi important. Donc oui, se retrouver dans des endroits sombres à la vue de personne, c'est pas intéressant, mais se retrouver dans une place complètement vide où on a la vue de tout le monde, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc il y a toujours un juste milieu à trouver qui n'est pas toujours évident. À la place du Panthéon, ils ont pensé aussi avoir du mobilier qui est assez modulable et qui ne sont pas des bancs traditionnels, mais plutôt des grandes plateformes où les gens peuvent à la fois s'y asseoir, s'y coucher, y jouer, que ça devienne une petite scène pour des enfants ou des artistes. Et donc aussi essayer de décloisonner donc les usages monofonctionnels des éléments et que justement on puisse s'y approprier pour jouer, s'y reposer de façon différente. C'est vrai que c'est encore dans les cursus, ça commence à s'intégrer cette question du genre, mais donc je pense que c'est la première étape, c'est de penser à déjà sensibiliser à ça dès les études. Et aussi, je pense que, alors on peut expliquer les questions de genre, l'égalité homme-femme, mais il y a aussi de nouveau ce travail de visibilisation des femmes. Parce que moi-même, si on doit citer rapidement 10 noms de femmes architectes ou 10 noms d'hommes architectes, c'est difficile pour nous de
de citer des femmes parce que c'est vrai qu'elles ont peut-être été moins présentes dans l'histoire, mais il y en a aussi beaucoup qui ont été invisibilisées, et donc de faire ce travail de déconstruction de l'histoire, on le voit de façon générale, ça peut se faire dans plein d'autres domaines, mais qu'on essaye de revisibiliser toutes les femmes qu'on n'a pas montrées, dont on n'a pas parlé dans l'histoire. Et donc ça, c'est une première chose pour se rendre compte qu'elles étaient présentes, qu'elles ont pensé des choses. Et puis après, il y a vraiment de nouveau se mettre à la place des usagers et des usagères, et donc ne pas penser les choses sans avoir ça en tête. Et donc je crois que maintenant, il y a de plus en plus d'outils, donc je pense qu'il faut tout simplement s'intéresser à la question, un petit peu se renseigner. Il y a de plus en plus de livres, et je reviens de nouveau sur la plateforme Genre et Ville, mais qui a à Paris, qui a quand même créé 2 guides, un spécial pour les aménagements publics et un pour le logement, pour vraiment aider, d'abord expliquer de façon théorique et puis donner des exemples de bonnes pratiques. Donc comment faire pour prendre en compte toutes ces questions. Et donc je pense que ça démarre par là, et aussi de poser la question aux femmes, d'avoir des bureaux peut-être plus mixtes, quoique on voit dans les études, on a presque plus maintenant d'étudiantes que d'étudiants, mais par contre, une fois dans les bureaux à responsabilité, on voit que les femmes disparaissent de plus en plus. Il y a peut-être aussi ce plafond de verre qui s'applique aussi, où là on voit qu'on a beaucoup moins de femmes à la tête de bureau que d'hommes. Aussi dû au fait que c'est une profession d'indépendant qui n'est pas toujours facile, ou qu'on va chercher la sécurité dans un travail salarié plutôt que d'être indépendant, quoique l'indépendance permet une certaine flexibilité aussi si on a des enfants, si on doit s'en occuper, puisqu'on voit que toujours malheureusement, il y a ça à changer aussi, c'est que c'est les femmes qui prennent le plus souvent encore ces charges-là. Et donc voilà, c'est nouveau, ça doit être quelque chose de global qui se fait, donc c'est déconstruire, sensibiliser, se rendre compte. Il y a les outils de marche exploratoire qui sont de plus en plus utilisés, qui permettent de se balader, de reprendre le ressenti des personnes, et aussi de se rendre compte plus finement de ce qu'on a autour de nous, les choses auxquelles on ne faisait pas attention, et si on commence à se promener et à se balader en ville en ayant cette idée-là en tête, on commence à remarquer plusieurs choses, et donc on peut commencer à réfléchir de comment modifier tout ça. Oui, donc je voulais m'intéresser à la question du genre ou à la place des femmes dans la ville, et j'en suis arrivée à m'intéresser au cas de Liège, et plus particulièrement du projet de Droix, qui est un projet de grand ensemble qui a été imaginé dans les années 50 et qui a fini d'être construit dans les années 70 à Liège, qui se trouve pas très loin du centre-ville. Et j'ai voulu m'y intéresser parce que déjà il y avait un double discours entre la qualité architecturale qu'il avait eue, qu'on nous avait enseignée à l'école, donc qui était quand même un exemple réussi, dit réussi de grands ensembles et de l'époque moderniste, d'influence de l'époque moderniste, et à la fois peut-être plus les médias ou l'imaginaire des habitants de Liège des habitants et des habitantes qui voient maintenant ce quartier-là plutôt comme dangereux, insécurisant, et qui est assez stigmatisé. Et donc je m'intéressais à ce quartier-là parce qu'aussi c'est donc un quartier de logements sociaux, et la question du logement n'est pas encore tant que ça abordée par rapport à l'égalité homme-femme. Et donc j'ai voulu aller voir ce qui s'y passe, et puis alors ce projet il a eu la particularité d'être construit par les architectes égaux, qui étaient évidemment à l'époque un groupe uniquement d'hommes, et je voulais simplement comprendre la vie quotidienne qui avait été imaginée à l'époque, puisqu'il avait une image assez glorieuse. Les gens, on a pu retrouver des cartes postales, les habitants de Liège allaient faire leurs photos de mariage dans le parc là, donc ça c'était vraiment un exemple de modernité réussie. Et puis maintenant on a plus l'image, on va dire exagérée, mais presque parfois de ghetto pour Droix, et donc je voulais m'intéresser à justement quelle était la place de ces femmes
au long de l'histoire dans ces projets-là, puisqu'on a eu les premières, c'était les premiers logements équipés de cuisine moderne avec l'électricité, des vraies salles de bain à l'époque. Enfin, c'était vraiment innovant. Et donc, est-ce que toute cette modernité les ont aidés, ont permis de les émanciper, ou est-ce que ça les a assignés une nouvelle fois à la maison? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer à travers l'histoire, c'est que, bon, bien que les femmes ont toujours été présentes dans l'espace public, on voit que suite à la société patriarcale, on a quand même toujours essayé de les reléguer à l'espace domestique plutôt qu'à l'espace public. Et donc voilà, je voulais voir si ça se vérifiait pour ce projet-là. Donc là, les recherches sont en cours, à la fois historiques, et puis l'idée c'est aussi d'aller sur le terrain avec la pandémie, tout un peu plus compliqué au niveau des interviews, mais d'aller voir ce qu'il en est aujourd'hui, comment ça a évolué et comment les choses, puisqu'on a une nouvelle partie de construction, pourraient être améliorées également. Et donc c'est vrai qu'en faisant mes recherches dans les archives, il y a un élément intéressant qui est ressorti aussi, c'est que les logements à l'époque ont été adaptés et il y a un centre médical qui a été créé, socio-médical qui a été créé suite aux malades de la polio. Parce qu'en fait l'hôpital de Bavière se trouvait sur le terrain en face et commençait à être saturé apparemment en chambres qui accueillaient les malades de la polio et les personnes donc, qui avaient été paralysées. Et donc vu que la construction d'un nouveau quartier se faisait en face, ils ont décidé d'adapter ça et donc créer un centre médico-familial pour accueillir les familles avec les malades et qu'ils aient une aide à domicile médicale. Et également donc, dans les tours qui se trouvaient à côté, donc il y a le centre qui a été créé au milieu du projet, mais également les tours qui se trouvaient autour, elles ont été adaptées pour pouvoir accueillir justement des personnes en chaise roulante à l'époque ou qui nécessitaient l'aide de gros appareils, on appelait ça les poumons d'acier. Donc c'était des appareils respiratoires mais qui étaient très gros sur roulette et donc on ne savait pas faire rentrer ça dans des appartements on va dire normaux et donc ils ont été réadaptés pour pouvoir accueillir tout ça. Et donc ça fait pas mal écho aussi à la crise qu'on a actuellement. Et donc de se dire que des espaces ont été repensés par rapport à une maladie. Et notamment dans des PV, j'ai pu lire qu'on se tracassait de comment est-ce qu'on allait faire pour les femmes qui travaillaient et qui n'allaient pas pouvoir s'occuper des enfants malades. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était peut-être encore moins habituel et donc c'était encore plus normal que ce soit les femmes qui s'occupent des enfants malades, mais donc il fallait aussi imaginer des permanences avec des antennes avec des infirmières là-bas qui puissent s'occuper donc des enfants si les mamans n'étaient pas là pour s'en occuper. Et donc voilà, c'était vraiment une découverte que je ne m'attendais pas à faire et donc que je suis en train de creuser et de voir de nouveau quel a été le rôle des femmes dans la construction de ce projet-là et les hommes et comment les choses ont été pensées. Alors, je ne dis pas qu'on doit refaire la même chose maintenant, mais en tout cas, il y a ces préoccupations sur des personnes malades et leur intégration dans la ville, qui est aussi intéressante. Je pense qu'ils n'ont pas voulu, ils ne se sont pas préoccupés du genre à la base. Ils ont voulu juste donc réintégrer des malades et des familles qui ne doivent pas vivre à l'hôpital, dans un cadre construit et dans un cadre de logement, dans un quartier. Mais c'est vrai que les experts étaient de nouveau médecins, architectes, étaient tous des hommes. Alors, je n'ai pas toutes les infos encore. Mais c'est vrai que du coup, dans les remarques de l'époque, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on se tracassait. C'était logique en tout cas que ce soit les mamans qui s'occupent des enfants malades, puisque oui, la polio a touché particulièrement les enfants à l'époque. Et donc c'est vrai que et c'était des infirmières aussi qui s'occupaient d'elles. Donc on avait cette opposition entre les personnes qui ont décidé du projet, qui ont l'air d'être principalement des hommes, les médecins, les architectes, les politiques, et puis au final, qui s'occupait des malades, c'était les mères ou les infirmières. Mais voilà, ça peut être une innovation en soi, c'est ça que je suis en train de découvrir. Est-ce que les choses ont été quand même pensées en concertation ou pas? Ça, on va voir ce que je vais pouvoir trouver dans les archives et si je retrouve des personnes qui peuvent m'en parler. Voilà, c'est tout récent, mais
Mais c'est une piste et ça nous montre aussi, on a pu le voir dans les débats de l'actualité, quand on a fait venir des experts aussi nous parler de la crise, il y a eu beaucoup d'hommes et très peu de femmes qui ont pu donner leur avis et être interrogées. Et donc ça permet aussi de remettre ça en perspective et de se dire que la vie de toute personne, homme ou femme, est importante à prendre et que les choses peuvent être pensées différemment selon qu'on soit un homme ou une femme. En tout cas, les points d'attention ne sont pas toujours les mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'exemples, malheureusement, d'espaces qui auraient été spécifiquement créés avec une intention à la question de genre ou à l'égalité homme-femme. Donc c'est assez nouveau et même si les intentions sont là, on voit que c'est encore difficile de passer l'étape. Alors il y a quand même de plus en plus la SBL Garance qui est une ASBL qui fait de l'autodéfense féministe et qui organise également beaucoup de marches exploratoires. Elle est déjà appelée, je crois, dans pas mal de projets au niveau de la Belgique. Enfin, je connais plus le cas wallon et bruxellois que ce qui se place en Flandre. Mais donc elles ont déjà été appelées dans plusieurs endroits, notamment même par Bruxelles Environnement pour les parcs. Donc il y a des balades qui ont été faites aussi où on recueille du coup justement la vie de femmes qu'on essaye d'avoir de publics différents, d'âges différents, pour avoir leur ressenti et ce qui pourrait être amélioré ou non. Je sais bien que la ville de Namur aussi a un projet de réaménagement autour de sa gare avec le projet Caserne et ils ont aussi fait appel à Garance pour faire des marches exploratoires et donc je sais qu'il y a un espace public mais qui n'est pas encore construit mais où ils ont voulu tenir compte donc, de ces questions de genre et qui a été créé en fonction de ce qu'ils avaient pu recueillir suite aux marches. Donc voilà, ça percole tout doucement, mais c'est encore compliqué parce que c'est abstrait pour les gens, qu'on n'a pas encore tant non plus de bonnes pratiques à pouvoir montrer. Mais ailleurs, je pense que voilà, certaines communes, pour certains projets, font appel, sont sensibilisées à ces questions-là. Et donc, essayent d'intégrer ces questions, mais moi, je ne peux pas encore vous dire, allez voir cette place-là, elle a été pensée pour l'égalité homme-femme et c'est fait, ça fonctionne. Donc voilà, maintenant on essaye de plus en plus attentif. Je pense que notamment dans la création des espaces de loisirs, par exemple, dans les espaces publics ou dans les écoles primaires, la cour de récréation, il y a des études qui ont montré aussi que généralement on met un terrain de foot qui prend presque toute la place dans la cour de récréation et malheureusement il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui y jouent ou même celles qui voudraient jouer, elles ne sont pas toujours acceptées là. Et donc si on redessine des cours en ne mettant plus ce terrain de foot au centre de l'espace et qu'on laisse justement des espaces plus appropriables où on pourrait très bien jouer au foot mais avoir d'autres activités, et les petites filles qui restaient plus sur les côtés de la cour de récréation réinvestissent un peu plus les espaces. Donc je pense que ça, il y a de plus en plus d'attention. Dans les espaces de loisirs aussi, on parle d'avoir des budgets qui tiennent, on essaye d'avoir des budgets qui tiennent compte donc de l'égalité homme-femme et donc quand on ne crée que des espaces de sport qui sont généralement des terrains de foot de nouveau dans les espaces de loisirs, on voit que ça profite plus aux garçons qu'aux filles et donc on essaye, en tout cas il y a des réflexions pour créer des espaces de loisirs mais qui soient de nouveau plus inclusifs ou alors où on essaye de faire rentrer les filles et de leur laisser des temps d'utilisation spécifiques. Parce que si on voit les skateparks, par exemple, je crois que les chiffres, c'est plutôt entre 80 et 90-95% d'utilisation par des garçons. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles qui aiment bien faire du skate. Il y a plein de filles qui veulent, mais souvent, peut-être elles sont moins acceptées ou elles n'osent pas parce qu'il y a beaucoup de garçons qui s'y trouvent. Et donc, une autre solution, c'est aussi de momentanément leur laisser des créneaux où ce n'est que accessible aux filles pour qu'elles puissent se réapproprier l'espace et puis dans l'espoir qu'à la suite de ça, il y ait plus de mixité dans les usages. Mais voilà, on pense encore souvent que les espaces de loisirs sont là pour les jeunes garçons parce qu'ils ont besoin de se défouler pour diminuer les violences. Mais du coup, les filles sont mises de côté et on voit que plus elles grandissent, moins du coup, elles sortent. On a les plaines de jeux qui sont peut-être plus mixtes quand on est petit et puis quand on grandit, les zones de loisirs, elles sont de nouveau de plus en plus occupées par les garçons. Et donc, si on pense à des espaces plus libres où on pourrait faire plus d'activités,
on retrouverait aussi peut-être plus de filles dans les espaces. Mais à nouveau, ça s'accompagne d'une déconstruction où il faut aussi que les discours, qu'on laisse sortir les filles plus dehors et pas que juste les garçons aient besoin de se défouler et que les filles n'ont pas besoin, elles peuvent rester chez elles à jouer à la poupée. Alors ça, je ne suis plus vraiment dans la pratique et je ne vais pas à la rencontre des personnes pour cet aspect-là, mais je pense que la sensibilisation, elle est quand même de plus en plus importante. Donc, il y a notamment la loi gender mainstreaming qui, normalement, on doit avoir une approche intégrée de l'égalité. C'est mis dans la loi au niveau européen d'intégrer l'égalité homme-femme à tout niveau dans notre société. Maintenant, on va dire les règles de base sont là. Maintenant, c'est plus dans les applications à chaque fois que c'est compliqué. Mais donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'administrations qui proposent des formations sur justement la sensibilisation à cette égalité homme-femme. On fait de plus en plus attention dans les budgets, la parité aussi dans les représentations hommes-femmes. Donc, les choses avancent, mais parfois, ça reste encore abstrait. Bien sûr, il y a encore des réticences, même de la part des femmes, parce que ça semble... On peut se dire, justement, revendiquer qu'on n'a pas besoin d'un traitement particulier parce qu'on est une femme plutôt qu'un homme, mais voilà, il y a vraiment un gros travail de sensibilisation qui est à faire, qui je crois, percole de plus en plus, et c'est plus dans vraiment la mise en pratique que c'est encore un peu plus compliqué, mais justement, en plus, on aura de bons exemples, plus des projets vont sortir, plus les gens vont pouvoir comprendre ce que c'est le visualiser, et plus on avancera. Mais il faut aussi être... on peut voir que même si les choses avancent, il faut quand même toujours être attentif et les droits des femmes, de façon générale, peuvent aussi vite régresser. On a pu le voir avec le droit à l'avortement, là je sors complètement de l'architecture, ou dans des pays, pour le moment, qui reviennent complètement contre les études de genre, ou qui sont plus ou moins homophobes, ou contre les personnes LGBT. Donc voilà, rien n'est acquis, il faut quand même toujours continuer à se battre pour cette égalité, et oui, et c'est en sensibilisant un maximum et en visibilisant que les choses avancent. Qu'il aille se promener et qu'il voit ce qu'il en est. Alors c'est sûr que normalement tout le monde, l'espace public est accessible à tout le monde, mais dans les faits on voit que ce n'est pas la réalité, et il n'y a pas que les hommes et les femmes à prendre en compte. On peut voir qu'aussi en fonction des classes sociales, de l'âge, de sa nationalité, on n'a pas la même accessibilité. Et ça, il y a beaucoup de travaux de sociologie depuis les années 70 qui le montrent, que le droit à la ville n'est pas le même, entre guillemets, pour tout le monde. Mais de nouveau, et je pense que... Par exemple, si on regarde, il y a des mouvements pour le moment de collages féministes qui mettent l'accent là-dessus, qui nous permettent de visibiliser justement ces inégalités, et en même temps, c'est une forme d'empowerment. Donc, on peut se réapproprier l'espace public, et en effet, les femmes pourraient être autant que les hommes dans l'espace public, mais il y a beaucoup de barrières, de murs invisibles qu'on peut dire, qui font le sentiment d'insécurité, la vulnérabilité, l'harcèlement, la symbolique, qui fait qu'au final on ne s'y sent pas peut-être aussi bien que les hommes. Mais encore, quel homme, tout homme n'a pas non plus le même accès, il ne va pas s'y sentir de la même façon légitime non plus. Quand on dit que la ville a été construite par des hommes pour des hommes, il faut bien se dire que l'image de l'homme dont on parle, c'est un homme blanc, en bonne santé, qui travaille, qui n'a pas de problème d'argent. Et donc, toute la ville a été organisée selon cette image-là. Et donc, bien sûr que tout homme n'a pas le même accès à cet espace public. Mais voilà, les choses ne sont pas les mêmes pour tout le monde, malheureusement. Je ne sais pas, dans la mesure où c'est tellement ancré en nous aussi, ça semble normal. Une fille ne va pas rentrer, va rarement rentrer seule chez soi le soir, la nuit, etc. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont ancrées en nous et qu'on ne pense même pas pouvoir modifier. Donc je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte de ça, mais justement, il n'y a qu'en le visibilisant et en parlant de plus en plus que les gens vont peut-être pouvoir avoir ce déclic de se dire « Ah oui, c'est vrai, en fait,
enfin même moi, ma pratique quotidienne, je la déconstruis au jour le jour parce qu'on a des réflexes, on a des choses ancrées en nous qu'il faut qu'on se dise ah non, là je ne devrais pas faire ça, ou j'ai pas à rester si tard le soir dehors, ou c'est dangereux, c'est inconscient. Parce qu'il y a des réalités qui sont là aussi, mais je pense que oui, c'est vraiment à nouveau, en parlant en tout cas, qu'on va pouvoir être conscient de ce qui se passe. Mais quand on fait des marches exploratoires, quand on voit les statistiques, on voit quand même bien que les choses ne sont pas les mêmes pour les hommes ou les femmes. Donc je pense que quand on questionne vraiment, on se rend compte de ces différences, mais il faut pouvoir se questionner. Ben, ça ne m'étonne pas qu'au final les gens, puisqu'en plus l'inclusion c'est peut-être un concept qui est parfois abstrait pour les gens, et comme je vous le dis, c'est tellement ancré en nous qu'on ne se pose même plus la question des différences, si elles sont normales ou pas. Et justement, ben, les toilettes publiques sont un très bon exemple pour montrer la première différence entre un homme et une femme et les problèmes que ça occasionne. Comme je le disais auparavant, il y a justement une étudiante qui a fait quelques années un TFE là-dessus en prenant le cas de Liège. Et Lucie Biarrot, qui est aussi une chercheuse à Paris, vous pouvez trouver un TEDx sur elle qui parle de ça. Mais donc c'est le premier élément qui est facile à montrer aux personnes. Ben voilà, si vous êtes une femme ou un homme dans l'espace public, combien de temps vous pouvez y rester? Et, oui, et si vous devez aller aux toilettes, ben où est-ce que vous allez? Et malheureusement, c'est pas que à Liège, c'est dans toute ville, c'est très compliqué. Alors en temps normal, on a déjà des accessibilités avec tout ce qui est, avec toute fonction autre où on peut y aller. Il y a de plus en plus de villes qui font des cartes ou qui répertorient par exemple dans les bibliothèques, puisque tout ce qui est bâtiment public, on peut y avoir accès. Mais ici, par exemple, avec la pandémie, si on se promène dehors, on peut voir que pour aller aux toilettes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a plus accès à l'Eureka, à tous ces endroits autres où on pouvait se rendre aux toilettes quand il n'y a pas de toilettes publiques. Et les toilettes publiques, malheureusement, il y a le problème de la propreté qui pose souvent question et qui sont parfois fermées pour régler ces problèmes-là. Et donc, on n'a pas de moyens et on doit rentrer chez soi. Voilà, qu'un homme, même s'il ne peut pas normalement, il peut encore aller se cacher derrière un arbre, derrière un mur ou avoir des urinoirs. Pour une fille, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être un élément dans justement cette visibilisation des femmes, donc je parlais des collages féministes qu'on voit de plus en plus, qui sont une façon de montrer justement, qui permet aux femmes ou aux communautés LGBT de prendre place dans l'espace et de se montrer. C'est une forme d'affirmation justement de soi. Et aussi un autre moyen de sensibiliser à cette égalité homme-femme, c'est les journées du matrimoine qui apparaissent, donc qui ont démarré à Paris. À Bruxelles, il y a eu la 2e édition en septembre dernier. Et justement à Liège, là, il y a aussi une construction pour démarrer de façon virtuelle cette année les premières journées du matrimoine. Et c'est une façon aussi de pouvoir justement visibiliser les femmes dans ce milieu-là. Et donc je pense que quand des actions comme ça ont lieu, ça permet au grand public justement de pouvoir se rendre compte que jusqu'à présent, on ne montrait pas les femmes, ou on n'avait pas conscience des femmes qui travaillaient dans le milieu de la construction, dans l'architecture et qui créent nos espaces. C'est vrai qu'on célèbre toujours les journées du patrimoine pour mettre en avant notre espace bâti. Donc on peut faire des visites de différents bâtiments. On met aussi différentes personnes à l'honneur qui sont dans le milieu de la construction. Mais donc ça peut être des sculpteurs, des peintres, enfin tous des artisans et des corps de métier qui travaillent autour de la construction. Mais voilà, on voit encore que généralement on y montre principalement des hommes parce qu'ils sont aussi plus présents. Mais donc les journées du matrimoine, elles ont été créées, je dirais pas en opposition, mais en complément pour montrer justement qu'il n'y a pas que des hommes dans ce milieu-là et dans le patrimoine. Et alors on a changé ça, on est passé de patrimoine à matrimoine pour pouvoir montrer du coup
toutes ces différentes personnes et tous les différents bâtiments qui ont été pensés aussi par des femmes ou construits et réalisés par des femmes.